C'est la dernière ligne droite de notre matinée avant notre pause déjeuner. Et quoi de mieux justement de se retrouver pour une table ronde. Comment développer les compétences au service de la décarbonation des entreprises? C'est le sujet de notre prochaine séquence, de notre table ronde, avec Catherine Chavagnier des RH Group de CDC Habitat, Karine Marchand des RH Altarea et Stéphane Dubois des RH de Safran. Le tout modéré par Ingrid Labuzan, journaliste pour Madines. Alors, acculturer, attirer, retenir, former, ce sont les mots que moi je viens de retenir de cette intervention. On va voir comment ça peut se traduire dans des secteurs qui sont fortement exposés à des enjeux de décarbonation. Je parle de l'immobilier, de la construction, de l'aviation. Alors, je ne vais pas vous donner les chiffres, mais on sait qu'ils font partie des secteurs, pour certains, à décarboner en priorité en France. Catherine Chavagnier, bonjour. Bonjour. Vous représentez aujourd'hui CDC Habitat. Alors, pour ne pas refaire toute l'histoire, mais pour résumer quand même, CDC Habitat achète, fait construire, rénove et exploite des bâtiments. Donc, ce qui m'intéressait en fait, c'est l'importance de la chaîne de valeur sur laquelle vous êtes présent. Et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour identifier les priorités en matière de décarbonation, pour prioriser et pour avoir les bonnes compétences au bon endroit, parce qu'on sait bien qu'on ne va pas non plus tout résoudre d'un coup, ce serait assez illusoire. Alors, nos priorités, on les a rangées sous deux enjeux, dans le cadre d'un plan stratégique climat, parce qu'il faut toujours s'organiser. Premier enjeu, c'est un enjeu d'atténuation. Donc, l'atténuation, en fait, c'est réduire, en fait, réduire nos émissions de gaz à effet de serre et évidemment de CO2. Le deuxième enjeu, c'est l'adaptation. L'adaptation, il s'agit en fait de réduire les impacts du changement climatique sur les hommes et leur environnement. Et là, on va parler de sécurité et de confort de nos locataires, on va parler aussi de résilience de nos bâtiments, de notre parc immobilier. Ces enjeux, ils nous amènent à nous intéresser évidemment à agir, bien sûr, en premier lieu sur notre parc immobilier. Donc là, le sujet, il va s'agir. Alors le parc immobilier, en fait, il représente 92% de notre bilan carbone. C'est l'empreinte carbone de notre parc immobilier. Et là-dessus, on a 2/3 qui sont dus à la consommation énergétique et 1/3 qui est dû au bâti. Donc première chose, il faut rénover. Il faut supprimer les passoires thermiques, évidemment. On n'en a plus, je vous rassure. Néanmoins, on a un plan de rénovation très important. On doit rénover 50 000 logements dans les 10 prochaines années. Il faut aussi travailler sur notre mix énergétique. C'est-à-dire que rénover, c'est une chose, mais comment on s'attaque aussi au chauffage central, c'est-à-dire il faut qu'on se branche à des réseaux de chaleur, il faut qu'on travaille les énergies renouvelables. Ça, c'est sur le parc actuel. Et puis la question après, c'est le parc nouveau. Donc il va falloir qu'on achète un parc pour les parties du parc qu'on achète en VFA, donc c'est ma voisine qui va en parler. Comment est-ce qu'en fait on achète un parc qui est performant au niveau environnemental? Comment est-ce qu'on construit? Puisqu'on construit aussi, donc on va s'intéresser à des procédés de construction. Et puis également, il faut qu'on arrête d'artificialiser les sols. Donc on s'intéresse aussi à la reconversion foncière, au recyclage foncier. Et là, on recycle en fait des zones qui sont des zones industrielles ou commerciales, et ça nous amène à construire des quartiers en fait entiers. Donc du coup, les métiers qui sont concernés, ça va être les métiers autour du développement, ça va être les métiers autour de la maîtrise d'ouvrage, que ce soit en construction neuve ou en rénovation. Et puis, ça va être les métiers aussi autour de l'exploitation, donc l'exploitation technique des bâtiments. Et ça va jusqu'à nos gardiens d'immeubles. Voilà. Sont concernés aussi un certain nombre de métiers support, parce qu'il va falloir être compétent en réglementation, il va falloir être compétent en investissement. C'est quoi les critères de l'investissement responsable aujourd'hui? Voilà, on peut être compétent aussi en achat. Donc voilà, beaucoup de compétences. Et pour finir, tout le monde est concerné puisque, comme M. Roumeyac le disait tout à l'heure, on assiste vraiment à un changement de culture. Donc il va falloir qu'à tous les niveaux de l'entreprise, en fait, on change nos façons de penser.
Vous parliez de compétences justement, donc c'est là-dessus que je voulais rebondir parce que chez Altarea, vous avez fait le choix notamment d'aller chercher ces compétences en externe et de faire un rachat d'entreprise. Donc c'est amusant parce que c'est éminemment lié à notre sujet qui est celui de la décarbonation et puis à tous ceux qu'on a pu traiter depuis ce matin puisqu'il y a l'acculturation, il y a le leadership, etc. Donc comment se passe justement l'acculturation et l'intégration en interne de métiers liés à la décarbonation ? Déjà, de manière très concrète, Altarea est un des leaders de promotion immobilière, pour situer. Et première chose, donc on est le deuxième poste de métier carboné au monde ou de polluant. Donc ça, c'est un premier point à préciser. Le deuxième point, c'est que toute démarche de compétences ou de décarbonation s'inscrit pour moi sur un triptyque. On ne peut pas traiter le sociétal et le social sans traiter l'économique. Pourquoi je dis ça? C'est que du coup, le choix qui a été fait d'Altarea de dire on va accélérer notre montée en compétences sur la décarbonation dans l'immobilier est passé par un rachat d'une entreprise qui s'appelle Woodeum, qui est encore aujourd'hui reconnue comme un des leaders de la construction bois en France. Donc on a accéléré, mais cette vision, elle a été intuitée avant le Covid, avant les années 20, avant cette prise en compte de manière très accélérée que nous avons. Ça veut dire que ça questionne, vous le dites, comment notre management a entendu les signaux faibles qui étaient en train de s'installer. Et au-delà de ça, et c'est là que je refais le lien avec l'économique, c'est que quand vous faites un rachat, quand on dit qu'il faut accélérer et aller plus vite sur la décarbonation et l'acquisition de compétences, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Parce qu'effectivement, en interne, ça prend du temps d'acquérir des compétences. Et deux, le business, il est lancé. Vous ne pouvez pas arrêter les opérations qui sont lancées et d'un seul coup se dire on arrête tout et on va faire maintenant de la décarbonation. Donc on va faire du béton bas carbone parce qu'on va décréter trop vite ou très vite que c'est comme ça qu'il va falloir... voilà. Donc c'est comment, et grâce à ce rachat, on a pu accélérer, c'est-à-dire acquérir auprès de nos clients, dont TCDC Habitat, effectivement, sur certains de nos programmes, pour dire nous avons pris de l'avance en matière de décarbonation sans désorganiser et déstructurer le business tel qu'il était lancé. On a parlé aussi depuis ce matin, évidemment, en filigrane, d'intelligence artificielle, plus largement de technologie, évidemment, aviation, haute technologie, fleuron français, Safran, pour résumer. Comment est-ce que vous gérez cette composante technologique? Comment vous la liez aux compétences recherchées en matière de décarbonation? Et comment ça s'organise dans votre secteur, dont finalement les enjeux sont quand même assez différents des deux secteurs qu'on vient d'évoquer? Oui, en effet, c'est... En quelques chiffres, simplement pour bien comprendre le sujet de la décarbonation en matière d'aéronautique, globalement, l'aéronautique, c'est 2 à 3% de l'empreinte carbone mondiale, selon les calculs, mais un maximum de 3. Là-dedans, c'est essentiellement, évidemment, les moteurs qui sont à l'origine de l'empreinte carbone. Et il faut savoir que c'est dans cette empreinte totale, 80% vient des moyens courriers. Et les moteurs des moyens courriers, à 75%, sont faits par Safran. Donc, déjà, première chose, vous avez toutes les 2 secondes un avion dans le monde qui décolle avec des moteurs Safran. Donc, ça vous donne l'ampleur, en fait, des enjeux, où, en fait, une entreprise a la possibilité, enfin, un consortium, en l'occurrence GE Safran, parce qu'on travaille ensemble, a la possibilité, en fait, de changer complètement l'empreinte carbone mondiale de l'aéronautique. Donc c'est le niveau de responsabilité que l'on a. Ce qu'il faut savoir pour bien comprendre aussi l'enjeu, c'est qu'il se trouve que le nombre de passagers dans le monde va doubler dans les 20 ans qui viennent. Essentiellement, évidemment, en Asie, au Moyen-Orient, beaucoup, aussi un peu en Europe, et contrairement à ce qu'on dit généralement, ceux qui voyagent le plus sont les plus jeunes. Donc il y a beaucoup d'idées reçues sur lesquelles qu'il faut prendre en compte. Et évidemment sur la zone Amérique de la même façon. Maintenant, si on regarde la trajectoire de l'aéronautique par rapport à cet enjeu-là, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on est dans une croissance extrêmement forte, à un moment où il faut qu'on réduise complètement cette empreinte. Alors ça, on est tout à fait capable de le faire, on s'y est engagé d'ailleurs, on s'est engagé même à arriver à une empreinte zéro carbone,
en lançant en particulier un moteur qui s'appelle Rise, que vous pouvez voir à peu près partout sur Internet, et qui sera en exploitation environ d'ici 10 ans. Il y a un temps industriel qui est assez long dans l'aéronautique, mais ce moteur est aujourd'hui dans les premières phases de démonstration. Et puis, vous avez un certain nombre d'évolutions dans l'aérostructure des avions qui doivent se faire, et puis après une industrialisation, donc il faudra à peu près 10 ans, peut-être un petit peu plus, 10, 12 ans, pour qu'on arrive à avoir vraiment des avions qui, par rapport à aujourd'hui, ont environ 50% de moins d'empreinte carbone. Alors, ce n'est pas uniquement les moteurs, c'est aussi l'hybridation électrique, notamment dans les trains d'atterrissage. Bon, tout ça est assez technique, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, mais ça vous donne quand même les enjeux. Si vous prenez la trajectoire, et si je reviens aux compétences, en fait, ces sociétés d'aéronautique travaillent depuis des années et des années à réduire la consommation de kérosène, pour des raisons évidentes, qui sont des raisons avant tout économiques au départ, et qui s'accélèrent aujourd'hui. Et pour ça, évidemment, on a des compétences qu'on a travaillées depuis très longtemps. Le point important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, avec ce doublement du besoin de transport, on recrute énormément. Donc on a un enjeu quantitatif. Une entreprise comme Safran recrute 20 000 personnes par an. Ça, on fait ça depuis 3 ans et va continuer pendant un certain temps. Ces compétences, on ne les trouve pas. C'est à peu près 50% des personnes qu'on est obligé de former entièrement, qui ont des profils absolument pas, je dirais, adaptés au départ au poste. Et on a développé pour ça à peu près 60 écoles de production qui sont absolument dédiées à ce travail. On pourra revenir sur ces points, mais je voulais avant ça rebondir sur une sorte de point commun que vous avez tous, qui est l'importance du contexte économique, alors très porteur pour chez Safran, un peu plus complexe potentiellement dans l'immobilier. Justement, Karine, comment est-ce que vous faites pour embarquer les collaborateurs dans cette exigence de transformation et d'acculturation, alors que l'environnement économique, en particulier dans l'immobilier, est quand même très contraint et est anxiogène? Pardon, déjà, j'ai mes notes parce que je veux rien oublier, mais pour moi, il ne s'agit pas simplement d'embarquer les collaborateurs, il s'agit d'embarquer le collectif. Ça a été largement souligné, appuyé depuis ce matin. Et quand je dis le collectif, il part déjà des strates de direction générale. On ne fait pas de la décarbonation juste parce que c'est un effet de mode conjoncturel. C'est quelque chose de plus structurel. Et c'est pour l'immobilier un véritable changement de paradigme. Donc il ne s'agit pas juste de dire qu'on va mettre du béton décarboné pour avoir l'impression de faire de la décarbonation. Donc ça, c'est un premier point. C'est comment j'embarque. Parce que sinon, je peux répondre très simplement, j'embarque, je forme. Voilà. Bon. Mais une fois qu'on a formé, on estime qu'on est content. Mais non, on n'est pas content du tout. Ce n'est pas parce qu'on décrète que dorénavant, on va faire comme ça que les équipes, elles vont suivre. Donc déjà, au plus haut point, que ce soit une conviction fondamentale et non pas simplement un effet marketing. Deuxième élément, je pense qu'il est important de ne pas renier le passé. Tout ce qu'on a fait jusque-là, on parlait aussi de sens au travail, mais on peut aussi parler de fierté d'appartenance, fierté du travail qu'on a fait. C'est de dire maintenant on va faire du décarboné, c'est super. Avant, ce qu'on faisait, c'était pas super. Et ça, pour les équipes, pour n'importe qui, et en plus en leur disant il faut continuer de le faire parce qu'on a encore des opérations à sortir. Donc attention à ne pas renier le passé, à ne pas critiquer le passé. Il s'est fait dans certaines conditions parce que c'est comme ça qu'il devait se faire à cet instant-là. Je voudrais rajouter un autre point qui est il ne s'agit pas d'embarquer non plus que les collaborateurs, il s'agit d'embarquer les parties prenantes, les clients. Qu'est-ce que veulent les clients? Quand on parle d'immobilier décarboné, en tout cas aujourd'hui, on parle d'appartements plus chers. Est-ce que les clients sont prêts à payer plus cher? Est-ce qu'ils sont prêts et est-ce qu'ils peuvent? Et là, on rejoint d'autres sujets économiques. Est-ce que ce qu'on est en train de construire en termes... parce que mettre de la climatisation, ce n'est pas décarboné, mais ça va faire plaisir aux clients. C'est pour ça que le triptyque, il est super intéressant entre social, sociétal et économique. En revanche, de travailler à la conception de nos appartements et de convaincre aussi que des appartements ou des biens décarbonés sont bons pour la santé. Parce qu'il y a des questions de circulation d'air, parce qu'il y a des considérations d'orientation, etc., etc. C'est nos partenaires, CDC Habitat à ma droite, mais pas que. Est-ce qu'ils vont continuer d'acheter ce qu'on a produit dans le passé? Parce qu'il faut aussi qu'on écoule, parce qu'on a une problématique de logement en France, donc il faut aussi continuer de loger, et avoir leurs propres exigences, et que nos exigences en matière de décarbonation se rencontrent. Et j'y ajouterai les élus, les partenaires politiques,
en quoi eux aussi, ils sont en mesure d'accepter ce que vont être les contraintes d'un immobilier décarboné. Donc c'est vraiment un collectif qui dépasse même les frontières de l'entreprise. On comprend absolument que la place de l'entreprise est au sein de son écosystème. Vous parliez tout à l'heure, Stéphane, de l'enjeu des compétences et de l'attractivité. Vous recrutez énormément. Vous, en tant qu'entreprise au sein de votre écosystème, est-ce que les sociétés ou vos fournisseurs sont aussi confrontés à ces enjeux de pénurie de compétences? Et est-ce qu'en tant que groupe majeur, vous avez un pouvoir d'action là-dessus? Oui, c'est évidemment un point absolument majeur parce que la supply chain de l'aéronautique, à la différence de celle de l'automobile, n'est pas consolidée. Donc il y a une fragmentation extrêmement importante et de ce fait une fragilité qui est un peu inhérente à cette filière. Ça d'autant plus que toute la période Covid a fondamentalement fragilisé en fait, cette filière. Beaucoup d'entreprises ont fait le choix de se séparer très rapidement des personnes. Ce qui était une erreur absolue, notamment pour préserver les compétences et au regard de toutes les pyramides démographiques. Mais beaucoup d'entreprises l'ont fait, en particulier aux États-Unis. Je crois que vous avez tous en tête l'exemple de Boeing. Mais c'est loin d'être la seule et l'ensemble de la chaîne de sous-traitance l'a fait aussi. Donc très concrètement aujourd'hui, au-delà des aspects matières, il y a une vraie difficulté à avoir les bonnes compétences pour des raisons qui sont, je dirais, très intrinsèques à la structure de formation ou éducative qu'on peut trouver en France, mais dans beaucoup de pays européens, où la position d'industrie est à peu près dans la meilleure situation, à 18% du PNB et à un petit peu moins de 10% souvent. Et donc, en fait, les filières de formation n'ont pas été préservées. Et donc, ça veut dire concrètement que les plus grandes entreprises ont un rôle, une responsabilité de formation de leurs fournisseurs. Et là, on a pas mal de difficultés parce que beaucoup de ces fournisseurs, en fait, hésitent à confier leurs collaborateurs en formation par ces plus grosses entreprises, tout simplement parce qu'elles ont peur de les perdre, ce qu'on peut comprendre aussi. Donc, il y a beaucoup de contradictions et d'enjeux. Et globalement, c'est clairement un des points de blocage actuels dans l'aéronautique. Alors si on pense toujours la place de l'entreprise dans son écosystème, il y a une dernière partie prenante qu'on n'a pas tellement évoquée, qui est, alors vous avez cité les clients, Karine, mais finalement le client ultime et final qui est le particulier. Est-ce que vous arrivez à le toucher, ce particulier, vous Catherine, et à l'embarquer dans cette décarbonation? Oui, alors je disais tout à l'heure que en fait, 2/3 de notre empreinte carbone, c'est quand même la consommation d'énergie. Donc nous, effectivement, on achète des appartements, on achète des immeubles, on en fait construire, mais surtout on les exploite et on les voit vivre. Et donc cette consommation d'énergie et de ressources, au-delà du mix énergétique, elle va dépendre évidemment des comportements de nos clients qui sont nos locataires. Donc on a toute une sensibilisation, une animation, en fait on a un devoir d'animation et de sensibilisation de nos locataires sur les bons gestes. Alors sur des thèmes comme, alors il y en a un qui est très actuel, le confort d'été, comment on vit dans un appartement sans clim, voilà, c'est quoi les bons gestes, c'est quoi les bons réflexes, mais c'est aussi la consommation d'énergie, la consommation d'eau, le chauffage, la qualité de l'air et ça va jusqu'à la biodiversité. Alors, on édite, on a tout un service de communication locataire, donc on édite des livrets, on organise des événements, avec des événements de sensibilisation, et on va même jusqu'à mettre en place, vous savez, des techniques de nudge, qui sont des petites, voilà, des petits signaux qui sont censés orienter en fait les gestes et les comportements des locataires. Et pour tout ça, j'en reviens aux compétences. On a des acteurs qui sont fondamentaux, ce sont nos responsables de proximité, donc soit il y a des immeubles qui sont gardiennés, il y a des immeubles qui sont on va dire, supervisés par des responsables de secteur. Et donc on a aussi des grands programmes de formation et de sensibilisation de nos gardiens, de nos responsables de secteur. Voilà, à l'heure actuelle, on en a 2. On en a un sur la biodiversité et on en a un sur la précarité énergétique, parce qu'on a vraiment ce rôle d'accompagnement tout au long de la vie de l'immeuble. Alors pour finir, j'ai une dernière question pour chacun d'entre vous qui est un peu plus une question de prospective parce que l'idée de ce colloque c'est évidemment de penser l'avenir. Donc une question un peu prospective pour chacun. La première pour vous Karine, en tant que DRH, je voulais savoir si ces enjeux de décarbonation allaient changer le profil des gens que vous allez recruter et si ça allait aussi rendre certaines compétences ou certains de vos collaborateurs obsolètes.
Alors, il y a un point majeur pour renouer aussi avec le collectif, c'est qu'il ne faut surtout pas cliver dans l'entreprise. Donc je réinsiste sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Quand je vais former des équipes à construire décarboné, j'ai les autres qui, eux, vont continuer de construire encore un peu en carboné. Et donc, je risque de créer dans l'entreprise un clivage entre ceux qui détiennent la compétence de demain et donc la fameuse employabilité, et puis ceux que je vais voir éteindre. Donc ça, c'est un point de vigilance en tant que DRH. Autre point, c'est qu'on re-questionne très fondamentalement la valeur. Donc, est-ce que je suis en accord avec ce que je fais, avec ce que l'entreprise fait, avec la trajectoire, ce qu'on appelle la décarbonation dans l'immobilier, est-ce que ça fait sens? Notre métier devient, et la compétence des collaborateurs devient de plus en plus technique. Aujourd'hui, un commercial, il doit être en capacité d'expliquer le processus constructif à un client, ce qu'il ne faisait pas du tout. Avant, il vendait un appartement. Aujourd'hui, il vend un bien dont il doit expliquer la façon dont il a été construit, potentiellement la façon dont il va devoir y vivre. Donc ça fait appel sur toute la ligne à beaucoup plus de compétences techniques, là où on était en tant que promoteur, peut-être plus chef de projet, je caricature, hein, je grossis le trait, mais donc ça c'est un point important. La partie conception des appartements, on avait, et là c'est tout le rôle qu'on doit jouer avec les élus aussi, il ne s'agit plus de concevoir des appartements qui font telle taille sous prétexte que ça doit faire telle taille, ils font telle taille mais ils sont achetables et ils sont compatibles avec l'environnement. Et j'avais 2 derniers points que sont la formation des jeunes. Nous on a plus de 300 alternants chez nous. On a un travail phénoménal à faire avec les écoles qui continuent de former comme avant. Et j'avoue qu'on manque un peu de disponibilité en cette période de crise pour travailler vraiment avec les écoles. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et je poserai un dernier point qui est quelles sont les compétences que le DRH ou les équipes RH doivent avoir pour comprendre exactement ce qui est en train de se passer et comment il faut que ça se passe sans panique. Vous avez parlé des écoles, c'est ma transition vers vous Stéphane. Je voulais savoir si on avait suffisamment, si on privilégiait suffisamment l'emploi qualifié en France, pas seulement dans votre secteur mais en France, et si vous aviez une idée sur comment est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer cette situation. Oui, c'est un sujet qui est évidemment très important parce que si on essaie de regarder les pouvoirs publics, les politiques publiques sur les 30 dernières années, on voit très bien qu'il y a eu plusieurs phases. Une première qui était de lutter contre le chômage, et c'est parfaitement logique dans le contexte de l'époque. Une autre qui était vraiment de travailler sur l'emploi en tant que tel, le retour à l'emploi. Et puis on voit aujourd'hui quelque chose qui est en train de se modifier un petit peu, qui irait un petit peu plus vers l'emploi qualifié. La question qui est importante, c'est finalement qu'est-ce qui crée de la valeur dans l'entreprise? Et ce qui crée de la valeur, c'est à l'évidence l'emploi qualifié. Et il y a une corrélation évidente entre le niveau de qualification, d'éducation d'un pays et son développement. Il suffit de prendre les exemples de la Corée, de Singapour, du Japon. Enfin, vous voyez bien que tous ces pays ont un niveau d'éducation qui est extrêmement élevé et ont derrière une capacité au développement économique qui est supérieure à ce qu'on a pu voir un peu partout en Europe dans les dernières années. Donc, la question, c'est comment on arrive à remobiliser une capacité à former de l'emploi qualifié. Pour vous donner un chiffre aussi, sur la partie industrielle, dans les métiers de l'UIMM, si on fait le ratio entre le nombre de personnes qui ont été formées et qui potentiellement peuvent travailler dans la métallurgie, et ceux qui vont véritablement y travailler, c'est de 32%. La même chose pour le bâtiment, c'est de l'ordre de 41%, les métiers de bouche sont eux à 70%. Donc je ne sais pas dans vos différents métiers ce qu'il en est, mais on a clairement un écart, probablement un problème d'attractivité, mais un sujet qui est comment en fait on arrive à créer des pôles de compétences autour des entreprises principales qui vont être les futurs employeurs, mais qui arrivent aussi à développer au travers de cet emploi qualifié une vraie proposition à valeur ajoutée. Donc ça, on a quelques exemples qui sont intéressants en France. On voit bien dans l'aéronautique autour de Toulouse. On voit bien aussi qu'un certain nombre de pôles sont en train de se créer, mais il y a aussi une très forte dissémination. Une entreprise comme Safran, qui est premier employeur dans plus de 31 départements en France,
a énormément de difficultés à trouver des compétences. Et donc, nous, on a fait le choix de développer ces compétences en interne. Est-ce que c'est la bonne solution ou pas? Je ne suis pas totalement convaincu. Mais en tout cas, si vous faites un lien entre la politique de réindustrialisation française, le fait que des entreprises comme la nôtre essaient de maintenir 95% de leur R&D en France et la moitié de leurs collaborateurs en France et réouvrent des usines, comme récemment à Rennes, à un moment donné, vous ne pouvez pas avoir un discours sur la réindustrialisation et ne pas avoir un système éducatif qui apporte le niveau d'emploi qualifié qui corresponde. Donc je pense qu'il faut qu'on s'interroge profondément sur ce que l'on veut en la matière, et derrière, il y a un potentiel qui est réel. Alors ma dernière question de prospective, elle serait sur les modèles économiques durables de demain. Qu'est-ce qu'il faut essayer de créer? Vers quoi est-ce qu'on pourrait tendre? Et est-ce qu'il faut, comment les rendre désirables et souhaitables, ces modèles économiques de demain, Catherine? Alors, dans notre groupe, on a créé un think tank à destination de jeunes collaborateurs. Alors, les DRH dans la salle qui sont nombreux, hein, c'est dans le cadre de notre politique de management des talents. Et on a une première promotion, une vingtaine de jeunes collaborateurs qui ont beaucoup consulté, qui sont allés un peu regarder toutes les évolutions sociétales, sociales, les attentes par rapport au travail, mais aussi les évolutions environnementales. Et quand on leur a demandé sur quoi, alors l'objectif du think tank, c'est d'accélérer le changement de culture du groupe, c'est assez large, hein. Et quand on leur a demandé sur quoi ils avaient envie de travailler, ils ont choisi 2 thèmes. Et vous allez voir, c'est très complémentaire, c'est même presque les mêmes. L'éco-conception et la perma-entreprise. La perma-entreprise, c'est le nom que Sylvain Brezard a donné au nouveau modèle de l'entreprise régénérative. Alors, l'entreprise régénérative, qu'est-ce que c'est? C'est alors au-delà de, voilà, on aime bien les modes et les modèles, mais néanmoins, c'est l'entreprise au centre de son écosystème et l'entreprise comme acteur positif de son écosystème. Voilà. Et donc l'idée, c'est de dire, quand on fait de la permaculture, on fait une culture comme acteur positif de l'écosystème, et on doit pouvoir le faire au niveau des entreprises avec les mêmes principes. Et ces grands principes-là, au centre de ces principes-là, il y a quand même travailler avec toutes ces parties prenantes, et il y a préserver et régénérer les ressources. Et derrière ressources, il y a les ressources physiques, il y a évidemment, et ça va parler à tout le monde ici, les ressources humaines. Voilà. Régénérer les ressources humaines, c'est on régénérer l'énergie, c'est-à-dire c'est autour de toutes ces démarches, autour de la qualité du travail, hein, qualité de vie au travail, mais qui pour moi est vraiment la qualité du travail. Et ça va être aussi de régénérer les compétences. C'est-à-dire que voilà, on sait très bien que les compétences techniques, il y a des années, ça durait 30 ans. Aujourd'hui, ça dure quelques années et encore, quoi. Donc forcément, on a un vrai rôle là-dessus. Et sur l'éco-conception, ce qui est très intéressant, c'est que dans leur étude, ils sont arrivés à la conclusion que oui, on peut évidemment éco-concevoir un immeuble, éco-concevoir un produit, mais on peut aussi éco-concevoir un process, une manière de travailler. Voilà, éco-concevoir sa manière de travailler, son organisation du travail. Encore une fois, c'est préserver et régénérer les ressources. Donc c'est un beau programme. Tout à fait. Je pense qu'on a bien compris que l'entreprise était au cœur de son écosystème et qu'elle devait interagir avec toutes les parties prenantes. Un grand merci à tous les 3. Merci à vous. Le colloque du Cercle Humania continue si vous le voulez bien. C'est l'heure de prendre quelques forces, de vous retrouver bien sûr pour le déjeuner. Et notre colloque se poursuivra bien sûr à partir de 14 h pour de nouveaux échanges. Pour les personnes invitées à l'occasion du déjeuner par nos sponsors, rendez-vous du côté du Salon Vendôme. Et pour les autres, nous nous retrouverons bien sûr pour déjeuner ensemble là aussi du côté de la terrasse. Rendez-vous à 14 h pour la suite du colloque du Cercle Humania. A tout de suite et bon appétit.